il est très important que le juge sociable comprenne qu'il est vraiment question de lui et de lui seul. Et trouve dans le jugement, par nos motivations, et moi je crois beaucoup à la motivation. Un art d'interroger, un art de motiver. Et un art de motiver. C'est peut-être ça ma gueule, j'en sais rien. Vous avez ensuite de brèves fonctions comme directrice de l'éducation surveillée entre 1973 et 1976, qui vous rendront assez sceptique sur le recours à la répression pénale. Oui, tout à fait. Et notamment quand Alain Peyrefitte, qui est garde des Sceaux à l'époque, un peu plus tard, vous critiquez le choc salutaire de la prison qu'il évoque, notamment pour les jeunes, et vous présidez parallèlement depuis longtemps, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Henri Rollet, au service des jeunes filles en détresse. Donc, quelle est votre position à l'égard de ce qu'on appelle l'éducation surveillée, la part du pénal dans l'éducation? Ce fut aussi une expérience très intéressante, très enrichissante. Il faut vous dire que j'ai pris l'éducation surveillée à une époque extrêmement difficile. Après 68, et que pour me mettre dans l'ambiance, en rentrant dans mon bureau de directeur, j'ai trouvé un jour la page de Libération qui avait photographié quelques jeunes et leur éducateur en train de jeter des pavés sur les CRS, et c'était un foyer de l'éducation surveillée. Alors, c'était vous dire quel était le climat de l'époque. Ambiance, c'était particulièrement saine, c'était une époque de grande discussion. Alors il a fallu venir à bout de tout ça, et le comique est toujours là, enfin l'amusant, disons pas le comique, mais l'amusant est toujours là. Après d'ailleurs un choc qui a été très bon pour tout le monde, c'est que pendant la période où j'étais à la directeur d'éducation surveillée, a été votée la loi rabaissant l'âge de la majorité, ramenant l'âge de la majorité à 18 ans. Donc nous n'avions plus de légitimité à garder des garçons devenus... Il y avait des filles aussi, mais enfin plutôt des jeunes, disons, des jeunes, ayant plus de 18 ans. Alors que faire? Alors j'ai organisé une grande réunion dans laquelle ça a été une sorte de miracle, donc tous ont été conscients, la direction comme les éducateurs. Le seul souci de tous ceux qui étaient réunis autour de cette table, c'était que faire pour ces gamins? Il nous semblait impossible de les laisser sur le pavé comme ça, en ouvrant les portes en disant au revoir. Alors on a imaginé de laisser partir ceux pour lesquels on n'avait plus de titre à les détenir, de leur dire qu'ils pourraient toujours revenir si, ce que certains ont fait. Enfin, certains évidemment sont partis, on n'en a jamais entendu parler, d'autres sont partis revenus. Et le troisième groupe a préféré, après les entretiens qu'on avait avec chacun de ces jeunes avant de les libérer, a préféré rester, finir sa prise en charge, etc. En 1976, vous devenez la première femme présidente du tribunal de grande instance de Paris. Vous allez rester jusqu'en 1981. Et vous prenez essentiellement les référés, ce que vous avez appelé les référés à Pépin. On va prendre deux référés emblématiques dont vous avez traités. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est un référé et parler notamment de celui qui visait à interdire le film tiré du livre de Gilles Perrault, Le Pullover rouge, et de l'appel qui a suivi? Alors, référé, c'est une procédure rapide dans une affaire dans laquelle il n'y a pas de difficulté sérieuse et qui permet d'éviter un dommage qui pourrait être irréparable. Alors le domaine privilégié, c'est les saisies, les articles paraissant dans des journaux. J'ai une fois eu à me demander de saisir un cheval de course 10 minutes avant le départ de la course. Enfin, vous voyez, c'est des choses d'une grande urgence. C'est l'urgence qui caractérise le référé, mais dans une solution dans un domaine non contentieux. Alors moi j'aime beaucoup le référé. C'est l'image de Saint-Louis sous son chêne, vous êtes seul et vous décidez. Au vu de ce qu'on vous apporte, évidemment. Mais c'est quand même une forme de justice que j'aimais bien. Et puis, j'ai donc eu un jour un film, le film de Michel Drac,
avait fait un film après l'assassinat d'une petite fille. Et la famille de cette petite fille, le film s'est appelé Le pull vert rouge, à la suite d'un livre qui était paru à ce sujet. Et la famille de cette petite fille, le père, la mère, s'était constituée, avait demandé par référé la non-distribution du film qui sortait le soir avec une cérémonie comme pour les premières. Donc, que faire? J'ai demandé à visionner le film, mais c'est toujours prêt avec les avocats et la famille. Moi, j'étais assise à côté de ces malheureux parents. Et on a visionné ce film, qui était ce que j'appellerais, moi, un beau film, en ce sens qu'il était fait avec une certaine pudeur. Il n'y avait pas de vue particulière en ce qui concerne la douleur des parents, je veux dire. On comprend leur chagrin, on comprend tout cela, mais il n'y avait pas de scène outrageante. Et le film se terminait par quelque chose que j'ai trouvé moi très beau, montrant que d'un côté Ranucci, l'auteur celui qui a été condamné à mort, Ranucci condamné à mort à la suite de l'instruction, et la petite fille, c'était deux enfants qu'on tirait à leur famille d'une façon ou d'une autre. Et la scène s'ouvrait sur comme s'ouvre la porte d'une de nos salles de tribunaux, et on voyait, par un procédé cinématographique, on voyait arriver la petite fille en sautant à la corde, et en même temps on voyait Ranucci dans son box, mais en premier communiant, donc deux enfants perdus pour leur famille. Et donc j'ai laissé filer le film. Et le soir même, ils ont fait tout de suite appel en référé, et la cour d'appel a supprimé 4 scènes, dont la dernière, celle-là, les autres, tout le monde a reconnu que c'était son intérêt, mais celle-là, bon. Moi j'avais les parents à côté de moi, ils n'ont pas pu au contraire, enfin les pauvres gens, mais toute la journée on nous montre des familles à la télévision, des familles pleurant autour des victimes, c'est tout à fait normal. Et alors certains de mes collègues m'ont dit « Oh, vous avez laissé passer ce film ». J'ai dit « Mais j'étais pas saisie d'outrage à la magistrature, parce que le juge d'instruction avait été filmé pas mal, mais donnant l'impression peut-être d'avoir été un peu léger. C'était une femme qui était une actrice qui faisait le rôle de juge d'instruction, et c'était peut-être mais c'était quand même pas outrageant pour la magistrature. Et j'ai dit, moi j'étais saisie d'atteinte à la vie privée, ce film qui montre la douleur d'une famille, et montre effectivement une instruction qui a fini à la beauté, et il ne prend pas parti d'ailleurs. Le film ne disait pas que Ranucci était innocent, hein. Mais c'est un peu léger. À la même époque, vous avez un autre référé plus politique, le gel des avoirs iraniens par les autorités américaines à l'époque où il y avait une prise d'otages. D'un côté les banques, de l'autre côté la pression politique en vue de la libération des otages. Comment le juge se situe, comment il peut traiter ces affaires-là dans l'urgence, en pleine pression politique? Quelle était votre ligne de conduite là encore? Eh bien, je dirais toujours la même, hein. C'est un référé qui a été un peu à épisode, parce que le président Carter avait ordonné le gel des avoirs iraniens, et les Iraniens dans les banques américaines, y compris à l'étranger, donc à Paris, la Citibank, l'agence Citibank de New York était dans l'obligation de respecter ce gel qui lui était imposé. Et les Iraniens qui avaient 50 millions de dollars ont demandé tout de suite, déposé à la Citibank, ont demandé tout de suite à récupérer. Mais
Alors, c'était un épisode, le premier référé que je l'ai tenu sans difficulté parce que c'était un dépôt à terme. Et ils ont présenté, les Iraniens ont demandé immédiatement le remboursement avant l'échéance du terme. Donc je les ai renvoyés en leur disant que s'il n'en était pas question. Et alors ils ont attendu le terme, ils ont représenté leur demande. Et représentant leur demande, on s'est trouvé devant une contestation sérieuse à ce moment-là. Et on a dit qu'on ne pouvait pas le rembourser. Alors ça donnait le temps aux Iraniens, qui aussi détenaient des fonds américains, d'appliquer la même mesure. Si bien que, si vous voulez, tout le monde a été content, parce que dans ce cas-là, nous avons trouvé, alors là je dois dire on doit à M. Drey, qui était mon premier vice-président, chargé du service civil, qui avait fait des études particulières sur la possibilité de ne plus être un juge unique, mais dans les affaires complexes de siéger à 3, le référé collégial. Et ça nous a permis, enfin la solution trouvée, parce que le gel des affaires, le gel de Carter était assorti de sanctions pénales à l'égard des banques qui auraient enfreint cet ordre de gel. Donc on a trouvé que c'était indissolublement lié. Par conséquent, c'était contentieux, c'était pas possible. Voilà. Alors tout le monde a été content. Bonne décision. Oui, ça a été. Oui, les otages sont sortis très vite après, parce que il y a encore que ces domaines d'argent sont très sensibles, efficaces. Vous avez été confronté à un autre référé. Ah oui, je l'ai pris beaucoup. Où le magistrat aussi est confronté à ses émotions dans certaines situations, puisque celui-là n'avait pas plu à un certain Mesrine. Ah, Mesrine. Vous aviez refusé de lever la saisine des droits de son livre, L'instinct de mort, qui avait été effectué par l'administration pénitentiaire. Et vous avez été menacé de mort à l'époque, intimidé, terrorisé. Vous nous avez dit que vous avez senti physiquement la peur. Vous pouvez nous raconter un peu cet épisode et votre façon d'y faire face? Oui, alors je vais vous dire que je n'ai pas été terrorisé. Et là, c'est un incident qui, lui, m'a vraiment entraîné la peur. Bon, à la suite de ces histoires, Mesrine voyageait beaucoup. Enfin, il sortait d'une planque pour aller dans l'autre, et à l'occasion de la découverte d'une de ces planques, on avait vu que mon adresse, enfin, il y avait des éléments sur le fait que Mesrine s'intéressait à moi particulièrement, et à M. Sadon, procureur de la République, en même temps. Donc, avait été organisé un système de protection rapprochée, ce que je trouvais un peu déplaisant, mais enfin, c'est comme ça. Et il fallait bien vivre avec. Et donc on avait aussi des consignes. Quand je rentrais le soir, à la maison, je devais regarder, bien sûr, à droite, à gauche, plus particulièrement. Et puis je faisais signe au chauffeur que c'était libre, enfin que j'avais rien vu, et il partait seulement à ce moment-là. Il voyait à travers la porte d'entrée, en quelque sorte. Et un jour, donc, j'ai fait ma petite tournée habituelle et j'ai rien vu de spécial, donc l'ascenseur n'était pas là. J'ai attendu. Il était dans les étages élevés. Moi aussi, j'habitais le 5e étage, 5e et dernier étage. Et j'ai appuyé pour faire descendre l'ascenseur, et toujours aucun bruit, rien. J'avais donc renvoyé le chauffeur. Et au moment où l'ascenseur est arrivé devant moi et j'ai fait le geste, j'ai voulu ouvrir la porte, c'est un bras d'homme qui est passé devant moi et qui m'a ouvert la porte. Alors là, je me suis tournée, j'ai vu quelqu'un qu'on avait l'air d'attaque, puis que je n'avais même pas entendu respirer, rien. Complètement. Alors je me suis dit, bon, j'y ai droit. À quoi, je ne sais pas. Alors il souriait, c'est un homme souriant. Il est entré.
Et puis je l'ai vu, alors même petit jeu où j'appuie, à lui d'appuyer, et je vois qu'il appuie sur le bouton du 3e. Et là, entre le zéro, le sol et puis le 3e, je me suis dit que je gambergeais, en quelque sorte, que je m'étais fait l'idée que cet homme allait tout bonnement au 3e, et c'est tout. Mais la vraie peur est arrivée quand il est sorti au 3e, il m'a fait un beau sourire. Et comme moi j'avais appuyé et que l'ascenseur descendait, je l'ai vu 4 à 4 entrer l'escalier. À cette époque-là, j'étais dans un ascenseur où on voyait l'escalier en même temps qu'on montait. Enfin. Et effectivement, il s'est trouvé au 5e et dernier étage pour m'ouvrir la porte. Et dans ces 2 étages-là, j'ai senti la peur physique. C'est vraiment une peur très vive. Et alors j'avais préparé à tout hasard mes clés pour rentrer chez moi, parce qu'il était 11h minuit, c'était un jour où je rentrais d'une de ces occupations de mondanité qu'on a quelquefois dans ses fonctions. J'ai sonné tout de suite et je suis rentrée, il n'a rien fait, il n'y a eu aucun geste à mon égard, si vous voulez, il m'a comme accompagné à ma porte, mais je suis rentrée, c'est tout. Je n'ai jamais su ce que c'était. Si ce n'est si ce n'est que j'avais eu peur. Toujours comme juge des référés, vous retrouvez Alain Peyrefitte. Ah oui. Garde des Sceaux, et vous osez lui refuser en 1980 l'insertion dans Le Monde d'un droit de réponse à un article de journal qu'il jugeait diffamatoire. Alors pouvez-vous revenir sur cet épisode cardinal dans votre carrière, puisque vous vous y référez toujours pour illustrer ce qu'est l'indépendance du juge? Alors oui, monsieur Peyrefitte avait... Depuis un certain temps, il entretenait une correspondance avec Le Monde, pour des raisons, je ne sais plus lesquelles, enfin bref, il entretenait une correspondance et il mettait en cause un journaliste du Monde. Par conséquent, Le Monde refusait il y avait eu un échange entre eux épistolaire. Plusieurs fois, il y avait eu des petites corrections, mais en définitive, comme le garde des Sceaux maintenait ce qu'il disait de ce journaliste, qui n'avait rien à voir avec le propos auquel il répondait, puisque ça c'est une des caractéristiques du droit de réponse, et le Monde continuait de refuser de le publier. Alors il a introduit une instance en référé. Et bien sûr, c'est pas très agréable de voir arriver sur son bureau votre garde, enfin, la défense de votre garde des Sceaux dans un cas comme ça, si bien que j'ai délibéré pendant un certain nombre d'heures, toute seule, là j'étais toute seule, avec ma corbeille à papier, et puis j'ai pris la décision d'appliquer la loi, tout simplement. Alors donc j'ai préféré lui téléphoner, il m'a dit, mais ils ont été 8 à me dire que ça tenait. Le conseiller. Oui, je ne sais pas. Il m'a dit, ils ont été 8 à me dire que ça tenait, et là je lui ai dit, monsieur le garde des Sceaux, je crains que vous ayez eu 8 courtisans. Voilà, c'était ce qui m'est arrivé à l'esprit comme ça. Et alors il m'a répondu d'ailleurs, mais je suis un homme politique, j'ai l'habitude de recevoir des coups. Bien, et puis on n'a plus parlé de rien, sauf que je me suis retrouvé à Luxembourg. Alors avant Luxembourg, voilà. Vous retrouvez Alain Peyrefitte parce que vous donnez une interview au Monde du 18 mars 81, à l'époque de la loi sécurité et liberté, et là vous ne le ménagez pas. Je cite vos propos, il sacrifie